3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous au milieu de cette actu NBA totalement incertaine? Il y en a des choses qui se passent en ce moment. Entre les matchs repoussés, les joueurs cas contact et le trade de James Harden, c'est un truc de ouf un peu. D'ailleurs je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé qu'aujourd'hui j'analyse l'arrivée du barbu à Brooklyn, mais je préfère être cash, je vais attendre. Pour l'instant je trouve qu'avec le surpoids d'Harden et l'absence de Kyrie, ou peut-être même son manque d'implication, la situation est beaucoup trop floue pour s'appuyer sur autre chose que sur du vent. Du coup là-dessus je préfère voir un minimum ce que ça donne un peu sur le parquet avant de me positionner réellement. Mais bon, ne pensez pas que ça va m'empêcher de parler d'actu, hein. Voilà pourquoi direct, on part en mode coast to coast. Ouais, parce que s'il y a bien un truc que je trouve lourd en ce moment, en plus de James Harden, c'est le début de saison des Lakers. Entre Rajon Rondo, Avery Bradley, Danny Green, Dwight Howard et Javal McGee, il y a eu pas mal de départs chez les champions en titre. Ceci dit, avec Dennis Schroeder, Wes Matthews, Montrezl Harrell et Marc Gasol, il y a eu aussi pas mal d'arrivées. En ce début de saison, pour le moment, on peut voir ce que ça donne. Les Lakers s'affichent tout simplement avec le meilleur bilan de la ligue au sommet de la conférence Ouest. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est très fort, rien à dire. Du coup, ça fonctionne, pas de doute, mais j'ai quand même une question, des interrogations. Présente-t-il une meilleure équipe que l'an dernier, ou alors est-elle moins bonne? Je l'aime bien cette question, alors c'est parti pour mener mon enquête en prenant un maximum d'éléments et en analysant la situation de long en large. C'est ça le but des Coast to Coast. Pour commencer, il me semble primordial d'évoquer les 4 principales recrues arrivées aux Lakers pendant l'intersaison. Ouais, ça permettra de planter le décor. Commençons par Marc Gasol qui, disons-le, me séduit. Offensivement, autant qu'on peut l'être au poste de pivot, il est un maestro. Sa capacité à fluidifier les attaques et à faire circuler la gonfle est folle. Peu de postes 5 dans la NBA actuelle sont capables de cumuler une telle vision de jeu et une telle qualité de passe au poste haut, c'est très fort. Quand il est sur le parquet, c'est flagrant, le flow de l'attaque des Lakers est bien meilleur. Ajoutez à ça le fait qu'à 3 points, il est loin d'être une brêle et rien à dire, il apporte une vraie plus-value. Pourtant là, je regarde ses stats et je trouve pas ça vraiment ouf en fait. Ouais, mais là-dessus, crois-moi, ce que fournit Gasol en attaque ne se voit pas toujours dans les stats. C'est la difficile vie d'un facilitateur en NBA. Concernant la défense, c'est la même chose en fait, vis-à-vis des chiffres, et pourtant là-dessus, je serais quand même un peu moins dithyrambique. Marco manque de vitesse, manque de qualité athlétique et n'est pas du tout en capacité de switcher régulièrement. C'est dommage, face à des 5 small ball, il peut être en difficulté. C'est pour ça, je pense que pour le moment, il ne joue pas plus de 20 minutes par rencontre. Vogel ne peut pas l'utiliser face à n'importe qui et ça peut être problématique. Ceci dit, je retiendrai que dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire les écrans, les passes et le shoot, l'Espagnol a encore beaucoup d'impact. De plus, même s'il ne sera jamais Usain Bolt, je le trouve plus mobile et mieux préparé que ce qu'il avait montré avec les Raptors dans la bulle il y a quelques mois. Son arrivée à LA, je la trouve pas mal du tout en fait. Du coup, je lui mets un B+. Passons à Dennis Schroeder désormais. Franchement, je le savais déjà, mais je m'en rends encore beaucoup plus compte depuis qu'il est à Los Angeles. Le gars est trop rapide, trop vif, impossible à attraper. Ouais, en mode bip bip. Tout ça compense bien le fait qu'il est hyper fin et que ses épaules sont méga frêles. Puis en vrai, ce qui me marque offensivement surtout, ce sont ses capacités à la création. Il est clairement capable de driver une attaque et de lancer un pick and roll, et ça enlève une vraie pression à LeBron James, c'est un réel apport. Après, faut en être conscient, avec Schroeder, on a quand même un meneur qui pensera avant tout à shooter, mais c'est son profil. Il va beaucoup en drive, prend pas mal de flotteurs peu évidents, et il présente de temps en temps un côté forceur qui peut être énervant. Mais ça, j'ose espérer que plus il prendra ses marques dans sa nouvelle team, plus il trouvera son groove. En défense, lui aussi a de vraies failles, plus que Marc Gasol encore, mais il se rattrape avec son caractère de teigne. Il est capable de mettre une vraie pression sur le porteur et ce serait malhonnête de ne pas le souligner. Globalement, c'est pas mal tout ça, et lui, pour son arrivée, je lui mets un B. Du coup, j'enchaîne avec Montrezl Harrell, qui après un début de saison compliqué, je trouve, s'en sort de mieux en mieux. Là, peu à peu, on retrouve ce qui a fait de lui le meilleur 6e homme de la saison dernière. En fait, sa force à Harrell, c'est cette capacité à retourner une situation en à peine quelques minutes. Il est un joueur intense qui, par son énergie, va pouvoir scorer beaucoup, en très peu de temps. C'est important d'avoir un gars comme ça qui sort du banc lorsque LeBron et AD se reposent. D'autant plus qu'il ne fait pas que scorer, il a un vrai talent au rebond aussi, notamment offensif, c'est lourd. La valeur de cette énergie folle, d'autant plus dans un environnement sans fans où tout le monde galère à mettre de l'intensité, je la trouve inestimable. Si Schroeder c'est bip bip, Harrell lui c'est le lapin de Duracell. Allez, tiens le coup! Il compte sur toi pour changer de chaîne quand ça devient un peu trop osé. Après là encore, je ne vais pas rester que dans le positif. Le problème là aussi avec Harrell, c'est que selon moi, tu ne peux pas non plus le laisser trop longtemps sur le terrain. Ce mec a de vraies failles en défense, notamment sur pick and roll, où je le trouve souvent en retard, et les coachs intelligents n'auront aucune difficulté à le cibler. Ce fut le cas de Terry Stotts par exemple, dans le match face aux Blazers, qui a vraiment insisté sur lui dans les situations de pick and roll. Et en vrai, ce souci, je pense, pourrait devenir encore plus problématique quand les playoffs arriveront, et ça je dois le dire, je ne suis pas fan. Heureusement pour les Lakers que le banc est profond et que Vogel
dispose de multiples solutions derrière lui. Et ouais, on peut tout à fait décaler Anthony Davis au poste 5, et à ses côtés on peut mettre LeBron James, Kyle Kuzma, Markieff Morris, ça peut créer des visages différents, et c'est important. Mais pour revenir à Harrell, son arrivée, si je dois la noter, je descends à C+. Enfin, Wesley Matthews, lui c'est peut-être l'une des recrues qui met le plus de temps à s'acclimater. Non seulement il doit se faire à sa nouvelle équipe, mais aussi à son nouveau rôle de remplaçant, qui est plutôt inconnu pour lui, ça lui fait de bonnes excuses. Puis pour être franc, le concernant, je ne suis pas du tout inquiet. Intrinsèquement, il est potentiellement le meilleur shooter de cette team, et je pense qu'il a suffisamment d'expérience pour trouver son rythme rapidement. Il est un vrai compétiteur, mais aussi un joueur très dur, et ça reste stable dans le temps. Même s'il ne mettra pas de temps, je sais qu'il sera régulier dans l'intensité qu'il donnera, match après match, et j'aime ça. Puis lui, en défense, notamment au périmètre, a de vraies qualités qui pourraient s'avérer très précieuses pour ces Lakers. Je suis persuadé que plus la saison avancera, plus son rôle deviendra important. Ça ne me surprendrait pas d'ailleurs qu'il obtienne des responsabilités considérables en playoff. Allez, B- pour l'arrivée de Wes Matthews à LA, mais ça pourrait vite augmenter cette note. Mais maintenant qu'on a parlé un peu de ces recrues, on a beaucoup d'éléments à étudier. Il est donc l'heure de passer aux choses sérieuses. Pour commencer, j'aimerais évoquer l'incroyable complémentarité offensive du 5 majeur des Lakers. Depuis le début de la saison, à chaque fois que je les ai vus jouer, c'est ce qui m'a le plus sauté aux yeux. Parce que oui, de ce côté-ci, il faut savoir qu'il y a du vrai changement à LA. L'an dernier, autour de LeBron et AD, on avait un pivot athlétique, style rim runner, avec McGee, et 2 3&D, avec Avery Bradley et Danny Green. Aujourd'hui, avec Schroeder, KCP et Gasol, le visage est bien différent. À première vue, c'est moins défensif, on reviendra dessus, mais au niveau de la création, le changement est ouf. Avec un gars comme Schroeder qui lance les systèmes, ou un autre comme Gasol dans le rôle du facilitateur de génie, l'attaque de Frank Vogel est juste superbe. Et ça, les stats le prouvent, les titulaires des Lakers, lorsqu'ils jouent ensemble, représentent le line-up qui possède le 2e meilleur offensive rating de la ligue. Et vous voulez que je vous dise de quoi ça vient? Du fait que désormais, tout ne passe plus par LeBron, et tout le monde est capable d'initier l'attaque des Californiens. Y a pas à bégayer, ça fait du bien. Entre les pick and roll de Schroeder, le passing game de Gasol et les cuts de KCP, le jeu offensif est beaucoup plus varié que la saison dernière. Franchement, c'est cool à voir. Ouais, je veux bien te croire, mais en vrai, ça m'embête là, tu fais que parler d'attaque. T'es vraiment impatient, toi. Regarde mieux là-haut, il y aura 2 chapitres complets plus tard qui seront destinés à la défense. Mais vu que visiblement tu trépignes à l'idée que je parle de défense, eh bien sache que je suis plutôt agréablement surpris. C'est moins mauvais, allez, ou plutôt meilleur que ce que je l'imaginais. Gasol sait utiliser sa taille et son QI. Schroeder, comme on l'a dit, peut harceler les porteurs. Et Caldwell Pope, lui, c'est un peu sa spécialité, n'a aucune difficulté à se placer sur les lignes de passe. Déjà, avec ça, autour de AD et LeBron, il y a de très bonnes bases dans le 5 majeur. Mais revenons à l'attaque. Mon seul petit bémol actuel vient des choix souvent suspects de Dennis Schroeder. Gasol est souvent oublié et je trouve ça embêtant que trop régulièrement il soit utilisé seulement comme un floor spacer. Mais en même temps, il y a qu'un seul ballon, tout le monde ne peut pas le toucher, et allez, disons que ça se réglera avec le temps quand l'alchimie se développera. Du coup, je vais conclure sur ce chapitre, celui du 5 de départ. Je trouve que globalement, notamment offensivement, il a de quoi proposer des choses bien plus variées que l'an passé, et rien que pour ça, je pense qu'il est meilleur. Mais maintenant parlons du banc, et là je suis moins enthousiaste. Si dans le 5 en attaque le danger peut venir de partout, c'est clairement moins le cas de la seconde unit. Le manque de créateurs parmi les remplaçants est visible je trouve quand on bat les Lakers, et la différence de qualité de jeu entre les titulaires et les subs est parfois profonde, c'est dommage. Alors heureusement Vogel a compris, il est très conscient de ça, et il arrive régulièrement à feinter. C'est-à-dire feinter, il déguise LeBron en remplaçant? Presque, en fait disons qu'au lieu d'avoir des rotations totalement binaires, il se débrouille autrement. Souvent le coach laisse soit Schroeder et AD, soit LeBron et Gasol avec 3 remplaçants sur le terrain, et je trouve ça intéressant. Ça permet toujours d'avoir 1 voire 2 créateurs sur le parquet, et ça compense au moins partiellement certaines des failles que j'évoquais plus tôt. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que toutes ces choses, selon moi, pourraient être réglées en utilisant Dennis Schroeder en tant que 6e homme. Surtout qu'à mon sens, il présente le profil idéal pour ça. Autant le fait qu'il force beaucoup à la main peut sembler embêtant dans le 5, autant en sortie de banc, c'est ce qu'on lui demanderait exactement. En mode dynamiteur. Avec Harrell, le duo pourrait se régaler sur pick and roll, et ça donnerait je pense beaucoup plus d'équilibre entre les titulaires et la seconde unit. Franchement, Schroeder, Caruso, Kuzma, Morris, Harrell en sortie de banc, ça aurait de la gueule. Ouais, parce que forcément à la place de Schroeder, ce serait Matthews que je mettrais dans le 5, histoire de retrouver un peu un flow comme l'année dernière, quand Danny Green était titulaire. Ajoutez à ça Talen Horton-Tucker en mode joker quand il y a besoin, et moi ça me fait kiffer. Non mais en fait là tu crois que t'es meilleur que Frank Vogel pour établir des rotations. Mais non, pas du tout, je t'arrête tout de suite, je vais m'expliquer. Autant dans le jeu, ma solution avec Schroeder me semble pertinente, autant moi là, à ma place dans mon studio, je n'ai pas du tout à gérer les égos, et c'est plus facile comme ça. L'Allemand semble vraiment tenir fort à être titulaire au vu de ses déclarations, c'est important pour lui. Du coup, je comprends que pour la cohésion globale de l'équipe, mais aussi l'alchimie générale, Vogel le fasse starter. Ceci dit, si en l'état on doit faire un comparatif avec le banc de l'an dernier, c'est un peu le but de cette vidéo, je préfère les vieux Lakers. Rajon Rondo est un créateur hors pair, un super leader, et ça, à mon sens, dans la seconde unit, ça n'a pas été assez compensé cette saison. Maintenant, on ne va pas non plus être trop sévère à ce sujet parce qu'il y a de vraies solutions pour régler ça. Vogel est un coach
coach très intelligent et il saura gérer son biz, j'en suis sûr. Honnêtement, si ça fait plaisir à Schroeder d'être dans le 5, que tout le monde est heureux comme ça et que ça fait du bien à l'équilibre mental du vestiaire, allons-y. Ça n'empêchera pas de faire tourner les gars par la suite afin de créer sur le terrain des line-up complémentaires. L'idée justement, et encore plus en playoff, sera de s'adapter aux adversaires en cours de match. Du coup, peu importe qui commence, j'ai vraiment confiance en Vogel pour trouver des solutions, il l'a montré l'an passé. Alors yes, ce banc me semble moins complémentaire, mais ça ne m'inquiète pas vraiment. Par la gestion de ses rotations, Vogel devrait pouvoir tout à fait compenser ça. Vient maintenant LeBron James, à qui j'ai décidé de consacrer tout un chapitre. Car oui, si le visage de l'attaque des Lakers est désormais différent, le jeu de LeBron, lui, a évolué en conséquence. Rappelez-vous, dans le 5 l'an dernier, toute la création reposait sur ses épaules. Et si vous m'avez bien écouté jusque-là, vous avez compris que ça joue autrement désormais chez les or et pourpres avec Marc Gasol et Dennis Schroeder. Là, l'attaque des Lakers peut clairement tourner sans que le King n'ait besoin de lâcher 10 caviars par match, ça fait la diff. Tous les systèmes ne passent plus par lui et le King en profite bien. Ça lui permet d'utiliser d'autres qualités qu'il avait plus ou moins mises de côté depuis son arrivée aux Lakers. Là, je veux parler de son jeu sans ballon et de sa capacité à couper dans le dos des défenses. Cette année, avec les arrivées de Dennis et de Marc, je peux jouer davantage sans le ballon. Je peux bouger et couper, j'adore ça. Pourtant, j'ai l'impression que ça faisait déjà plusieurs années que je n'avais plus l'occasion de le faire. Cette saison, je peux retrouver cet aspect du jeu, utiliser mes capacités de receveur de foot US et ça me fait plaisir. J'ai toujours apprécié ça. Encore une fois, pour appuyer ça, j'ai des preuves chiffrées. Les analytiques montrent que LeBron n'avait pas autant scoré sur des cuts depuis la saison 2011-2012 avec Miami. Ça date. Et comment expliquer cette saison qu'il ait pu tant changer son jeu? La question, elle est vite répondue. Ouais, c'est vite répondu. Beaucoup de crédit revient à Marc Gasol. L'Espagnol est constamment attentif, il voit les coupes et servira toujours en priorité les joueurs qui sauront bouger. Si l'on compare ça à ce que faisaient Howard et McGee dans le domaine, c'est le jour et la nuit. Cette saison, on a donc plutôt affaire à un old school LeBron, davantage utilisé comme un scoreur que comme un passeur, ça me plaît. Et si ça me plaît justement, c'est parce que désormais il est moins ciblé par les défenses, tout simplement parce qu'il porte moins la balle. Il peut se faire oublier, jouer sur ses qualités et surtout moins se fatiguer vu qu'il n'a plus la responsabilité de créer la plupart des actions. À 36 ans, c'est aussi important de s'économiser physiquement. Après, en vrai, je n'ai absolument rien contre le fait qu'il soit utilisé comme un quarterback, d'autant plus qu'il se débrouille très bien quand il enfile ce costume. Cependant, même si ce n'est pas non plus totalement l'un ou l'autre, je préfère quand même le voir dans un rôle de receveur qui semble un peu plus naturel chez lui. Et tant qu'à parler de LeBron, une constante néanmoins, c'est que sans lui sur le terrain, les Lakers galèrent. Bon, en même temps, c'est normal quand on parle d'un des meilleurs joueurs all-time, si ce n'est le meilleur. Ah, voilà le retour du fameux débat du GOAT. J'aime ça, lance-toi, je t'écoute. Non, on n'est pas là pour ça et je ne vais pas repartir là-dessus aujourd'hui. Je l'avais suffisamment fait dans une vidéo qui m'avait bien plu il y a quelques temps, donc je t'invite à aller voir si tu veux des détails. En tout cas, cette LeBron dépendance qui est présente depuis que le King était à LA, j'avais espoir qu'elle s'estompe un peu cette saison, mais en fait il n'en est rien. Depuis le début de la saison, tous les line-up sans LeBron en moyenne présentent un plus-minus négatif, je trouve cette stat complètement dingue. Et en vrai, elle est super parlante aussi. Après, il n'y a pas besoin de s'affoler tout de suite non plus, d'autant plus que des pièces importantes comme Caruso, Anthony Davis ou KCP ont manqué quelques matchs. Mais bon, soyons francs aussi, ce n'est jamais bien bon de dépendre autant d'un seul joueur. Et même s'il se comporte comme un surhomme, à 36 ans, la possibilité de blessure n'est pas non plus totalement à écarter. J'espère ne pas lui porter la poisse vraiment, mais si de telles choses devaient avoir lieu, cela pourrait avoir des effets dramatiques chez ces Lakers. Ça, je dois l'avouer, ça m'inquiète quand même un poil. Tiens, tant qu'on parle de LeBron, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que pour qu'il performe mieux, il lui faut des shooters autour. La plupart des GM qui l'ont fréquenté l'ont compris lors des années précédentes, et les bons résultats collectifs de ces équipes ne sont pas dus au hasard. Et en fait, comme je l'ai vu lorsque j'ai fait ma FAQ preview de la conférence Ouest, certains s'inquiétaient à ce propos pour les Lakers. Comme je l'avais dit à l'époque, moi perso, je ne me fais pas trop de mourons concernant le shoot externe. Et là, en fait, le début de saison montre jusque-là que je ne me suis pas trop planté. Encore une fois, je vais m'appuyer sur les chiffres, même s'ils ne disent pas toujours la vérité, surtout que sur ce coup-ci, ce qu'ils affichent est flagrant. Alors que les Lakers l'an dernier n'étaient même pas dans le top 20 de la ligue en termes d'adresse à 3 points, ils sont désormais dans le top 3. La progression est fulgurante. Alors ok, Danny Green est parti à Philadelphie et c'est ça qui en a alerté quelques-uns. Mais en vrai, ça va, il a été remplacé dans un profil totalement similaire par Wes Matthews. Pour moi, ces deux gars, niveau shoot longue distance, c'est kiff bourrico. Puis on peut aller plus loin encore et parler de Schroeder et de Gasol. À eux deux, ils shootent beaucoup plus et beaucoup mieux que Rondo, McGee et Howard réunis. Donc voilà, non seulement les progrès sont réels, mais en plus ils ne m'étonnent pas du tout. Monsieur est visionnaire, donc en fait pour toi, c'est seulement le talent des recrues qui fait toute la différence. Toute la différence, non, mais une vraie diff, oui. Par contre, j'aimerais aller plus loin encore. Plus que les qualités des shooters, la fluidité du jeu offensif des Lakers a changé beaucoup de choses à mon sens. Quand il y a plus de circulation de balles, plus de cuts, plus de mouvements, cela a tendance à perdre la défense ou à rassembler les joueurs vers la peinture. Évidemment, ça crée des espaces pour les shooters et ils ont plus d'avance, le fait qu'ils mettent plus de tirs me semble tout à fait logique finalement. D'ailleurs, encore une fois, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les stats, mais j'en ai la preuve chiffrée et ça c'est difficile à contester. Des gars comme Anthony Davis, Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope ont tous augmenté, parfois de façon assez large, leur pourcentage à longue distance. C'est
parce que ça joue mieux et qu'ils ont de meilleures positions, ça illustre tout ce que je dis. Quand le défenseur est loin, les tirs sont plus faciles, c'est QFD. Bon après, ne nous enflammons pas non plus, parce que de ce côté-là, un peu, les Lakers semblent sur un nuage depuis le début de la saison. Mais mine de rien, globalement, pour ce qui est du tir à 3 points, l'équipe semble plus performante que la saison dernière. Allez, on enchaîne et on va s'attarder sur la défense quand même, parce que c'est important la défense. Ouais, parce que là j'en ai marre, tu dis trop de bien des Lakers, et c'est ce que je regarde, ils encaissent quand même 105 points de moyenne par rencontre. Attends, 105 points par match dans la NBA moderne, c'est pas tant que ça. Et puis regarde les stats avancées aussi, ils ont tout simplement le meilleur defensive rating de la ligue. Par contre, est-ce que ça veut forcément dire que cette défense est exceptionnelle et qu'elle n'a pas de faille? Je ne suis pas sûr. Comme je disais, parfois il faut prendre un peu de recul et faire attention à ce que les chiffres disent. Voilà pourquoi il est important de regarder les matchs. Revenons un peu en arrière, et avant le début de la saison, beaucoup s'inquiétaient de la rim protection de cette team, je peux le comprendre. Moi-même, avec les départs d'Howard et McGee, je me demandais comment le cercle serait nettoyé. Les profils de Harrell et de Gasol, on va pas les réévoquer, on l'a déjà fait en début de vidéo. Et si vous avez bien écouté, vous aurez retenu que pour eux, switcher, c'est parfois difficile. En fait, ce sont plus des mecs qui vont défendre au sol, qui vont défendre des spots, plutôt que des gars qui vont mettre des contres. Ça, c'est une vraie donnée qui change par rapport à l'an dernier avec Howard et McGee, mais est-ce si grave? Mettre de grosses bâches n'est pas le seul moyen de défendre la peinture, il faut en être conscient. En vrai, c'est même plutôt le dernier recours quand tu n'as pas suffisamment bien fait le travail en amont. Un mec comme Marc Gasol, par exemple, grâce à sa science du placement, saura parfaitement empêcher son vis-à-vis d'accéder à ses spots préférentiels. Je trouve ça très utile. Lui, il comprend, assimile et s'adapte aux tendances et aux habitudes de chacun, et ça compense amplement son manque de qualité athlétique. D'un point de vue défensif, il est un vrai savant. Bien sûr, face à un mec qui s'écarte, ou qui est trop mobile, ou encore un autre gars qui est capable de sauter par-dessus des immeubles, il aura du mal, je ne le cache pas. Mais bon, ils sont peu les joueurs qui peuvent défendre sur tous les profils, et tout le monde n'est pas comme ça non plus. Et surtout, je pense que dans ces conditions, Vogel saura ne pas trop abuser de lui, c'est plutôt rassurant. Harrell, par contre, de son côté, peut inquiéter davantage. Ouais, il n'a pas du tout le même QI défensif que celui de Marc Gasol, et c'est impossible de le nier. L'énergie c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Face à des gars trop rapides, trop agiles, Harrell sera perdu, et sera parfois inefficace. Ceci dit, lui, il n'hésitera jamais à aller au contact et à donner son corps à la science, c'est plutôt malin. Le pivot remplaçant est tout simplement dans le top 2 des joueurs qui provoquent le plus de passages en force dans toute la ligue, c'est fort. Honnêtement, quand tu veux jouer au poste et que tu as un gars comme ça en face de toi, c'est juste une plaie. Au moindre contact, il tombe par terre, l'arbitre siffle et tu perds la balle, comment tu fais? Puis encore une fois, vu que c'est la coutume aujourd'hui, on va parler de chiffres. Les Lakers sont toujours dans le top 3 des équipes qui mettent le plus de contres alors que leurs deux pivots ne sont pas des spécialistes, c'est fou non? Eh bien pas tant que ça, je vais expliquer d'où ça vient. Gasol et Harrell, par leur travail au sol, mettent les intérieurs adverses dans des situations qu'ils affectionnent peu. Encore une fois, je vais m'expliquer, je vais détailler, mais cette démonstration est plutôt logique. Plus un mec prendra des shoots qu'il n'aime pas, plus il sera facile à contrer. Alors ok, Gasol et Harrell ne sont peut-être pas des spécialistes du contre, mais peu importe, ils peuvent en mettre quelques-uns en faisant un autre travail au préalable, c'est bien. En fait, cette team a tout autant évolué dans son identité offensive que dans son identité défensive, c'est beau à voir. Maintenant, encore une fois, attention, nous n'en sommes qu'à la saison régulière, et en plus de ça, ce n'est que le début de cette campagne. Et je vous l'annonce, malgré des chiffres qui pour l'instant disent le contraire, je pense que cette défense intérieure a plus de failles. Comme je le disais précédemment, Gasol et Harrell pourraient être mis en difficulté face à un 5 small ball. Vogel trouvera des moyens de compenser, j'en suis sûr, mais ça ne réglera pas tout. Si en raison de la trop grande mobilité des intérieurs adverses, les Lakers doivent se passer de Harrell et Gasol pendant toute la durée d'un match, voire d'une série, ça pourrait être très handicapant. Ah, donc j'avais raison, cette défense est moins forte que celle de l'an dernier. Ah, c'est difficile à dire, et je trouve que la façon dont tu le dis, c'est quand même très vite résumé. Surtout que là, on ne parle que de la peinture, et que les chiffres semblent dire que c'est au moins aussi bon. Pourtant, pour des raisons de polyvalence notamment, je pense que oui, la défense des Lakers 2021 à l'intérieur est au moins un cran en dessous de celle des Lakers 2020. Ceci dit, si je dois être honnête, elle s'en sort quand même beaucoup mieux que ce que je ne le pensais au départ. Allez, tant qu'à faire, pour être complet, évoquons la défense au périmètre. Là encore, si l'on observe que le defensive rating ou le nombre de points encaissés, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pourtant, moi, il y a un truc qui me chiffonne encore, je m'explique. Quoi qu'on en dise, si Schroeder s'en sort mieux que prévu et que Matthews a de vraies qualités défensives, ça ne rivalise pas au périmètre avec un duo Danny Green Avery Bradley. Ça harcèle moins les porteurs, ça autorise plus les pénétrations, ça joue moins les lignes de passe, pas besoin d'être un fin observateur pour se rendre compte de ça. Et là encore, une stat ne ment pas, les Lakers 2021 font partie des 5 équipes qui font perdre le moins de ballons à leurs adversaires. Dit comme ça pourrait paraître futile, vu comment la team compense dans d'autres secteurs, mais finalement ça pourrait avoir plus d'importance que prévu au vu des conséquences que ça engendre. Si leurs vis-à-vis perdent moins de ballons, cela veut dire que les Lakers jouent moins en transition. Et là en fait je pense que je mets le doigt sur un truc qui pique. Quand les Lakers de l'an dernier étaient dans le top 3 des équipes qui scoraient le plus sur les balles perdues de leurs opposants, ils ne sont aujourd'hui même plus dans le top 20. Vraiment ça peut inquiéter. Ce sont des points faciles qui se perdent sur contre-attaque, et c'est dommage. Autant globalement offensivement
Défensivement désormais ça va parce qu'il y a d'autres solutions, autant sur transition, disons-le, c'est moins bon. Là en fait, comme depuis le début finalement, il est important que les Lakers montrent un autre visage. Si défendre en mode duel individuel pouvait convenir l'an dernier, au vu du talent de lockdown de certains, ça ne suffit plus cette saison. Désormais la défense des Lakers est performante lorsqu'elle est mobile, qu'elle switch sur absolument tout et qu'elle agit ensemble, comme un seul homme. Ils l'ont très bien fait dernièrement face aux Rockets par exemple, qui littéralement se sont fait étouffer. Selon moi, l'identité défensive des Lakers, notamment au périmètre, devra obligatoirement passer par ce genre d'effort collectif. Ce match contre les Rockets a été un match remporté par le Lakers basketball que je veux voir. Nous étions constamment en mouvement en défense, nous obtenions des stops sans faire de faute, nous forcions des balles perdues ou des tirs compliqués, puis nous capitalisions sur ces choses pour courir en transition. Vogel a tout dit. Et le truc, c'est que faire ça de façon isolée, c'est bien, le faire constamment sur toute une saison et sur tous les playoffs, c'est une autre histoire. Cela demande une cohésion et une alchimie que ces Lakers n'ont peut-être pas encore. Cela demande aussi un sens du sacrifice et de l'effort qui doit être constant. Là-dessus, par exemple, j'attends de Schroeder, même s'il a de l'envie, qu'il en fasse plus. Autant il se donne quand son gars a la balle, autant il s'oublie régulièrement quand le jeu se passe à l'opposé. Pour que les Lakers performent défensivement, il faut que les 5 gars qui sont sur le terrain soient au taquet tout le temps, c'est important. J'avoue que là-dessus, je pense qu'il y a moins de marge d'erreur que l'an passé. D'autant plus que de ce que tu disais, Gasol et Harrell sont en difficulté s'ils doivent trop bouger en défense. Bah voilà, t'as tout capté pour une fois, c'est bien. Pour moi, même si c'est très difficile de critiquer l'équipe qui a le meilleur defensive rating de la ligue, je suis obligé de dire qu'il y a des failles. La polyvalence défensive est moins présente, les lockdowns sont moins nombreux, et ça, même si en saison ça passe inaperçu, ça pourrait être fatal en playoff. Ouais, je suis en train de faire une annonce. Maintenant, je le répète, je ne suis pas non plus super inquiet, d'autant plus que je le répète, cette équipe s'en sort mieux que ce que je ne l'imaginais, mais j'insiste. Je pense que défensivement, que ce soit dans la raquette ou au périmètre, ces Lakers sont un poil moins costauds que ce qu'on a vu il y a quelques mois dans la bulle. Ouais, mais en attaque, ça compense, non, finalement? J'ai du mal à comprendre, en fait. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou est-ce qu'ils sont moins bons que l'an dernier? Positionne-toi un peu. Ok, faisons le bilan. Que ce soit offensivement ou défensivement, l'équipe possède un tout autre visage. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas trop. Et ouais, parce que ça modifie aussi leur force, mais ça modifie aussi leur faiblesse. J'adore la circulation de balles du 5 de départ, mais la capacité de création du banc, elle m'inquiète. J'adore la façon dont Vogel élabore ses rotations, mais le manque de polyvalence défensive ne me rassure pas. Chaque nouveau point fort est contrebalancé par une nouvelle faille. Du coup, c'est vrai que c'est très dur de répondre à cette question du jour. Puis il y a aussi cette LeBron dépendance qui peut alerter. Mais bon, après, prenons du recul. En défense, avec Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Wes Matthews et j'en passe, on a quand même de bons guerriers qui feront le minimum. Du coup, grâce à eux notamment, c'est loin d'être cata, et j'avoue que depuis tout à l'heure, je cherche un peu la petite bête. Mais c'est aussi le jeu dans ce genre de vidéo, notamment quand on s'intéresse à l'une des meilleures équipes de la ligue. Obligé d'aller dans le détail si on veut avoir une analyse la plus objective possible. Alors de ce qu'ils ont montré jusque-là, cette saison, les Lakers possèdent une attaque de niveau élite. Pour ce qui est de la défense, il y a des interrogations, mais ce qu'ils ont montré aussi est quand même bien bon, enfin en mode saison régulière. Donc je le redis, ces Lakers sont tellement différents que j'ai du mal à dire s'ils sont meilleurs ou moins bons que l'an dernier. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils présentent pas mal d'interrogations. Et si je dois vraiment me mouiller, je dois peut-être dire que ces doutes que j'ai, notamment en défense, me feraient dire qu'ils sont un poil moins bons. Mais ça, c'est au moment M, ils sont tout à fait capables de lever les doutes dans les semaines, voire les mois à venir, et là je n'aurais plus rien à dire. En tout cas, je n'allais pas vous laisser sans me mouiller, il fallait que je me positionne et que je réponde à cette question, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Et là, je vais encore plus me jeter à l'eau parce que je vais dire que, à ce jour, globalement, LeBron et ses potes représentent à mes yeux la meilleure équipe de la NBA. Maintenant, on verra comment se renforcent les adversaires d'ici la deadline, on verra si tout le monde reste en bonne santé, on verra comment la team survit à la pandémie et gère les incertitudes, et quoi qu'il en soit, le parcours sera long. Mais si grosso modo tout reste stable, ils restent encore mes favoris à leur propre succession. Et finalement, plutôt que de savoir s'ils sont meilleurs ou moins bons, c'est pas ça le plus important? Voilà pour ce qui est des Los Angeles Lakers, voilà pour ce qui est de mon 39e Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, des Lakers? Ils sont meilleurs? Ils sont moins bons? Ils sont encore favoris pour le titre? Pas du tout? Comme d'hab, mettez-moi votre avis en commentaire, je lirai ça attentivement. Puis comme d'hab aussi, je me ferai probablement un petit récap chiffré pour connaître les tendances de la commu, je kiffe faire ça. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, ne soyez pas timide, plus il y aura de réponses, plus mon enquête sera précise. Sinon, je ne le dirai jamais assez, mais pour avoir une vision différente et complémentaire de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que je vous donne rendez-vous. Là, par exemple, on vient de sortir le portrait de Spencer Haywood, qui a une vie incroyable, et j'ai adoré bosser là-dessus encore une fois. Entre histoire de cocaïne, de tueurs à gages et d'énormes deals avortés, vous verrez qu'il en a vécu des choses, le bougre. Donc go nous rejoindre là-bas et nous faire vos retours, c'est important. Ensuite, pour débattre avec la communauté, vous le savez, c'est sur Discord que ça se passe, et pour suivre tous mes projets au quotidien, ça ne bouge pas, c'est sur Instagram. Il y aura toutes les informations nécessaires, bien sûr, dans la description de cette vidéo. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, lâchez-moi un maximum de pouces bleus et mettez
mettez vos meilleurs coms. Le 4 à la suite, la team, c'est comme ça qu'on avance et qu'on se référence. Ouais, je fais des belles rimes en fait, sans le vouloir. Alors si ma poésie vous plaît, ou plutôt si mon contenu vous plaît, vous pouvez même aller faire un tour sur le Tipeee. Ça, c'est primordial et merci du fond du cœur à tous ceux qui le font déjà. Le 6ème homme, si ça perdure, c'est grâce à vous. Alors tous ceux qui sont restés à m'écouter jusque-là et qui soutiennent, quelle que soit la façon, c'est vous les vrais, sachez-le. Je vous fais un gros big up. À très vite.